Bonjour bonnes gens. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous, je m'installe, de vous parler directement de la crise du Covid, sans embâge, euh, d'un point de vue, si vous voulez, anthropologique. Et je sais que ça concerne beaucoup de gens et que cette maladie a provoqué dans la tête des gens de nous avons maintenant c'est même plus on peut plus dire que c'est la moitié ou les trois quarts de la planète, c'est la planète entière qui est concernée par cette pandémie et nous avons une préoccupation parce que effectivement d'abord premièrement la maladie tue, hein, on voit qu'on a un nombre assez conséquent de décès. Ensuite, parce que non seulement la maladie tue, mais elle a des implications, des complications. Le professeur Raoult a parlé sur son comment dire, on appelle ça, son groupe d'études, puisqu'il a pris en charge 3700 patients, je crois, qu'il a observé bon nombre de lésions pulmonaires, puisqu'il fait observer il fait prendre des scanners à basse dose chez certains de ces patients, et des gens qui sont arrivés presque avec des formes asymptomatiques ou légères, et qui présentaient quand même des lésions au niveau des poumons, avec des fibroses pulmonaires. C'est-à-dire ce sont des cicatrices. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, des phénomènes inflammatoires dans les poumons, sans que la personne ne s'en rende compte automatiquement. Donc difficultés respiratoires, etc., etc. Ça prend des années pour qu'une cicatrice euh, véritablement referme. Ça peut même incapaciter la capacité pulmonaire. Donc c'est pas des choses à prendre à la légère. On n'a pas encore fait le tour de toutes les conséquences, notamment au niveau sanitaire, de cette maladie, indépendamment des décès des personnes qui ont succombé aux complications de cette maladie. Ceci dit, je vous invite à rendre visite à un site qui s'appelle Worldometer, qui en fait a été mis au point apparemment pour faire une espèce de quantification démographique. Et c'est très intéressant parce que vous pouvez regarder en direct l'évolution dans le monde de la population dans le monde. On en est, je crois, à 7 milliards 791 millions d'habitants sur cette planète. Et on passera les 7 milliards 800 millions au mois de juillet, je crois, un truc comme ça. Et on passera les 8 milliards, la barre des 8 milliards. C'est prognostiqué pour 2023. Et puis, il y a entre autres, enfin voilà, il y a plein d'informations intéressantes sur tous les pays du monde, quels sont les pays les plus peuplés, etc., etc., etc. Vraiment, regardez, il y a l'âge médian, il y a des tas d'informations qui sont de toute façon intéressantes. Et ce site a fait le choix de comptabiliser, il n'est pas le seul, hein, il y en a d'autres, mais de comptabiliser donc tous les cas de Covid déclarés, testés dans les pays, les décès, les nouveaux cas, etc., les guérisons, les cas actifs, les cas critiques, les tests effectués sur la population, etc., etc. Donc vraiment, il y a tout un paquet d'informations regroupées sur un même site, c'est vraiment intéressant. Et notamment, j'ai jeté un coup d'œil sur le nombre de décès qui se sont produits depuis le début de l'année, toutes causes de mortalité confondues, dans le monde. Eh bien, le chiffre, c'est à ce jour à peu près
27 millions. On arrondit. Et en fait, il y a environ 60 millions de personnes qui meurent par année. Mais il y a beaucoup plus de gens qui naissent par année. C'est pour ça qu'il y a une progression chaque année, en fait, de la population mondiale. Le nombre de décès liés au Covid, on le connaît, puisqu'il est transmis quasiment systématiquement tous les jours par les médias à information continue. Et en fait, à ce jour, on en est à 440 000 et des poussières. Bon, on est à plusieurs centaines de milliers. 440 et quelques. Euh, Ce qui fait, je l'ai calculé, un prorata de 1,6% de décès depuis le début de l'année qui sont liés au Covid. Et actuellement, jour par jour, on peut même comptabiliser, on a environ 160 000 décès par jour, plus ou moins. Et on a, alors tout dépend, on a des journées où on a 3000 décès liés au Covid. On a des journées, la journée d'hier a été particulièrement foudroyante parce que il y a un nouveau foyer d'infection, c'est en Inde. Et l'Inde, c'est le deuxième pays le plus peuplé au monde. Il y a 1,380 milliard d'habitants. Je ne sais pas si vous imaginez. Et là, il y a eu 2000 décès d'un coup en Inde, rien qu'en Inde. Et puis aussi au Brésil, qui est actuellement très impacté. Donc, forcément, les statistiques font que il y a plus de 3000 cas d'un coup, quoi, vous voyez. Et il faudra s'attendre à ce que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, notamment pour ces pays-là, l'épidémie soit très impactante, puisque ce sont des pays très nombreux. Le Brésil, c'est 200 et quelques millions d'habitants, et l'Inde, c'est vraiment un pays très peuplé. Donc malheureusement, puis il y a le Bangladesh à côté, le Pakistan, donc malheureusement, il y a de fortes chances pour que malheureusement les statistiques ne baissent pas, hein. Par contre, en Europe, ça commence à vraiment, disons, apparemment, on est derrière la première vague. Alors, donc, si on rapporte 3000 à 160 000, on est à, je sais pas, quelque chose comme, oui, 1,6%. Si on rapporte un peu plus, on monte à 2%. Enfin, tout dépend. On ne va pas chipoter. euh, euh, on est dans ces eaux-là. Alors, ça paraît beaucoup, c'est beaucoup et c'est peu en même temps. Tout dépend comment on voit les choses. Si on dit que c'est lié à une seule maladie, évidemment, maladie qui fait jusqu'à à ce jour 440 et des poussières de 450 000 morts, c'est beaucoup. Si c'est comparé à d'autres maladies infectieuses comme le paludisme, qui fait, peut-être tout dépend les années, mais entre 500 000 et 1 million à l'aise de décès, ben, c'est dans le même ordre de grandeur si vous voulez. Si on compare par rapport à la grippe qui fait environ 600 000 décès par année de par le monde, on est dans le même ordre de grandeur. Si on compare à la famine, qui n'est pas une maladie infectieuse dans le monde, c'est, je crois, 9 millions de morts par jour, par an. Ben, là, c'est plutôt une cause de mortalité mineure par rapport à la famine. Si on comptabilise par rapport au cancer, on va certainement justement être mineur aussi, en minorité. Donc, tout dépend comment on voit les choses. Je ne suis pas en train de bagatelliser. Justement, il ne faut pas bagatelliser le problème. Mais voilà, par exemple, on a la grippe, hein, influenza, qui tue chaque année, en gros, ça dépend, parce que pareil, c'est pas toujours la même grippe, c'est pas toujours les mêmes souches, c'est pas toujours. Mais chaque année, il y a environ 600 000 personnes qui sont touchées par la grippe et qui soit meurent directement de la grippe, soit des surinfections, soit des complications.
On est dans des phénomènes comparables, puisqu'il va y avoir des gens euh, qui ont ce qu'ils appellent maintenant des comorbidités, bah, c'est-à-dire qu'ils ont des maladies chroniques du style diabète, du style maladie cardiovasculaire, style voilà, accidents vasculaires cérébraux, etc. Et qui sont donc impactés, ou cancer, ou forme, voilà, donc qui sont impactés par la moindre petite infection, comme on dit, et un virus de la grippe qui, pour une personne jeune et en bonne santé, est une bagatelle, pour une personne âgée euh, et immunosupprimée, va être éventuellement euh, fatal. Donc là, par rapport au coronavirus, on n'apprend rien de nouveau, sauf que y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est un virus qui en même temps fait un syndrome grippal, l'anosmie, la gueusie, perte de goût, perte d'odorat sont en, disons, des signes caractéristiques apparemment de cette maladie. Mais il y a des phénomènes, par exemple, pays tropical, pays tempéré, etc., hémisphère sud, hémisphère nord, ça n'a pas l'air de jouer un rôle prépondérant. On voit qu'en Amérique, le virus est en train de faire des ravages, en Amérique du Sud notamment aussi, qu'on soit au Mexique, Amérique centrale, qu'on soit au Brésil, qu'on soit en Amérique du Nord, qu'on soit au Canada, on a exactement, enfin pas exactement, mais enfin on a des pays qui sont très impactés. Par contre, on se retrouve sur le continent africain, on a très peu de décès et très peu de cas, et surtout les pays les plus touchés, c'est soit l'Égypte, soit l'Afrique du Sud, par exemple. On va retrouver l'Océanie qui est quasiment épargnée par le virus. Bon, les pays insulaires ont un avantage considérable, bien sûr, ils sont isolés par la situation géographique. Mais à côté de ça, vous allez avoir l'Indonésie qui va être plus ou moins impactée. Et puis à côté de ça, vous allez avoir tous les pays d'Asie du Sud-Est, dont l'Indochine, c'est-à-dire Laos, Cambodge, Vietnam, qui n'ont pas un seul décès. Voilà. Et là, ça ne s'explique pas par un facteur climatique. On peut constater, par exemple, on regarde bien, si on regarde les chiffres, on voit que tous les pays désertiques, même s'ils ont des décès, dans la péninsule arabique, ils ont testé beaucoup plus, ils ont les moyens, ils ont testé beaucoup les gens, leur population, ils ont relativement peu de décès par rapport notamment à la situation en Europe. Et le Kazakhstan, par exemple, ou la Mongolie, donc très au nord, mais pays sec, très peu de décès. Donc apparemment, un climat sec tente à, disons, arrêter la propagation de la maladie, la contagion. Peut-être qu'effectivement, les gouttelettes, les aérosols qui sont transmises dans l'air se transportent moins bien ou sèchent plus vite, peut-être dans un climat désertique. En comparaison, pays d'Asie du Sud-Est, plutôt humide, très peu de décès, et voire quasiment pas, et très peu de contagion. Et là, alors on ne peut pas expliquer ça directement. Il y a peut-être d'autres facteurs. Peut-être que justement, comme dans l'Asie du Sud-Est, d'ailleurs le sud de la Chine, Macao, etc., Hong Kong, Taïwan, est-ce que ces pays-là, qui sont en contact avec des colonies de chauves-souris notamment qui sont plus importantes, n'auraient pas développé, sans que personne ne se soit rendu compte jusqu'à maintenant, une forme d'immunité croisée? Il y a de plus en plus des spécialistes qui sont en train d'émettre cette hypothèse, du style d'autres formes de Covid, voire des formes de Covid très avoisinantes. Finalement, si on a mesuré ce nouveau coronavirus, peut-être qu'il n'était peut-être pas nouveau pour tout le monde. J'en sais rien. Hein. Je dis ça comme ça au hasard. Hein, je sais pas. Ou des formes très avoisinantes, formes génétiquement très très proches,
hein, qui ferait en sorte qu'il y a une forme d'immunité déjà dans la population qui serait en place. Ce qui en soi est une nouvelle qu'il faudrait accueillir avec beaucoup d'optimisme, parce que ça voudrait dire qu'il serait possible d'atteindre une immunisation de la population. La seule question, c'est est-ce que on attend après ce vaccin? Mais pour développer un vaccin, ça prend énormément de temps. Euh, je rappelle que moi, j'ai vécu ça dans les années 80, quand le sida a été identifié par l'équipe du professeur Montagnier notamment, et que on savait de quoi, donc le sida, syndrome immunitaire déficient acquis, on savait de quoi, donc, en fait, étaient atteints les personnes qui arrivaient avec une image, vous pouvez imaginer, vous, vous avez une personne qui est atteinte de maladie opportuniste. Donc, une, une invasion de Candida albicans, par exemple, c'est-à-dire c'est des microbes, ce sont euh, des c'est une maladie fongique, hein, voilà, donc des spores blanches, enfin, des champignons blancs qui envahissent la bouche et qui sont en général qui sont présentes dans des personnes qui sont en fin de vie, qui ont un système immunitaire complètement déprimé. Et on s'est rendu compte que voilà, c'était lié à la présence d'un virus, et ce virus, voilà, c'était le virus HIV, etc., etc. Déjà dès les années, je ne sais plus, mais quelque chose comme 84-85, on nous disait l'an prochain le vaccin. Pas le virus, le vaccin. On attend toujours. Vous voyez, ça fait au moins 35 ans qu'on attend après un vaccin contre le sida. Il n'est toujours pas là. La première épidémie de SARS en 2003, pareil, des équipes de spécialistes se sont penchées sur, puisqu'il y a eu quand même à l'époque 8000 décès, on s'est penché sur la possibilité de faire un vaccin avec les souches qu'on avait. Bah, c'est il y a 18 ans, 17 ans. Et ben voilà, vous voyez, il n'y a toujours pas de vaccin. Donc, euh, promettre des vaccins comme ça, c'est bien beau quand on est un laboratoire et puis qu'on fait lever des fonds, donc de faire des effets d'annonce pour dire, vous voyez, on est à 2 pas de passer à la phase industrielle, etc. Dans les faits, il faut tester l'innocuité, il faut tester la validité, etc., etc., etc. Et c'est pas si simple, c'est pas si évident que ça. Donc je parle comme ça, euh, euh, comment dire, décevoir vos espérances, mais restons modestes. Et probablement, et là, enfin, avec une certitude, la première vague sera déjà passée, surtout en Europe et en Amérique du Nord et dans d'autres pays, que de toute façon, le vaccin peut-être sera mis sur le marché, mais déjà, au moins une première vague sera passée. Et il y a de fortes chances pour qu'une deuxième, voire une troisième vague soit passée d'ici là. Et c'est toute la question. Est-ce que, justement, une immunisation aura eu le temps de se faire dans les populations? Fort de cette expérience qu'on connaît d'Asie du Sud-Est, ce n'est pas une hypothèse qu'on puisse négliger. Je ne dis pas que ce soit comme ça que ça se passe. Et justement, ça me fait, disons, penser, réfléchir à une situation, à quelque chose. J'avance cette hypothèse, si vous voulez. Est-ce que nous ne serions pas, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, en train de vivre au jour le jour, puisqu'on nous a fait des comptabilités, des cas, etc., est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre l'apparition d'une maladie au sein de l'espèce humaine? Est-ce qu'il
est-ce que ce ne serait pas de ce phénomène dont il s'agit? Nous sommes habitués à avoir chaque année, par exemple, la grippe à influenza qui tue, mais qui fait aussi des formes bénignes et qui apparaît chaque année. On voit d'ailleurs sur les pays des courbes de mortalité, des courbes comme ça avec un phénomène saisonnier. Là, le phénomène saisonnier n'a pas l'air de jouer pour le Covid, puisque, comme je vous l'ai expliqué, du Canada à l'Amérique du Sud, en passant par la Guyane française, le Panama et Mexique, etc. Euh, donc des climats, l'Argentine, le Chili, des climats complètement différents, eh bien, le virus n'a pas l'air d'être influencé de façon climatique ni par le chaud ni par le froid, vraiment, puisqu'il est apparu au mois de janvier en Chine. Maintenant, il est en train d'exploser en Inde. Vous voyez, donc vraiment, par rapport à ça, en Australie, il n'y a presque pas de cas alors qu'ils sont rentrés en hiver. Donc, vous voyez, c'est pas, ce virus contredit toutes les attentes par rapport à ça. Par contre, le fait d'avoir un climat sec plutôt. Mais il y a certainement d'autres facteurs dont on ignore vraiment le fonctionnement. Il y a vraiment, apparemment, on est un peu justement une épidémie nouvelle. Mais je soulève cette suggestion, j'amène cette suggestion, peut-être que nous avons affaire, pour la première fois de notre histoire, à l'observation, je dirais, scientifique, ou scientifiquement mesurée, enfin disons, de l'apparition d'une maladie. Et en fait, euh, les maladies infectieuses se comportent de façon, schématiquement parlant, euh, il y a plusieurs cas de figure, si vous voulez. Le premier cas de figure, c'est une maladie infectieuse n'est pas adaptée à son hôte. Et par exemple, dans le cas du Ebola, tue à 100% ou à 85% quand elle apparaît quelque part. Et finalement, il y a une explosion subite. Et dès que les premiers morts apparaissent, ben, il y a, bien entendu, il y a un foyer qui se crée, qu'on essaye de circonscrire. Et puis, la maladie tue tellement rapidement qu'au bout d'un certain temps, une fois que les premières mesures ont été prises de circonscription, eh bien, la maladie n'a pas le temps de se répandre parce qu'elle tue trop vite. Elle n'est pas adaptée à son hôte. Et puis, il y a des maladies qui sont, elles, plus, euh, comment dire, latentes, comme le sida, qui ne tuent pas directement. Le temps d'incubation est très très long, par exemple, les rétrovirus. Et puis là, par contre, le mode de transmission, lui, il est assez facilement, comment dire, euh, contrôlable. Par le sang, par voie sexuelle. Donc on peut mettre en place des codes, des protocoles d'hygiène, entre guillemets, des protocoles pour stopper enfin pour stopper ou pour freiner le développement de la maladie. Mais il n'y a pas non plus d'adaptation vraiment à l'autre, puisque on sait que dans le cas du virus du sida, l'HIV, qui est présent donc dans des espèces animales qui sont vecteurs, comme on dit, mais chez l'homme, bah, ça tue à 100% si on ne prend pas en charge, vous voyez. Mais on a le temps, et ça c'est le côté bénéfique, enfin le côté positif de la chose, on a le temps de développer des traitements, pas toujours, mais on a le temps, et puis on a le temps de prendre en compte comment on peut stopper la transmission du virus. Là, on est dans une espèce de cas intermédiaire. C'est-à-dire que on a une maladie qui est nouvelle, on ne peut pas vraiment contrôler la transmission, malgré toutes les mesures qui sont prises.
tout désinfecter, ça semble, et en plus, ça semble une opération un peu difficile, mais en plus, c'est périlleux. Parce que si on tue tout, nous avons sur notre peau des tas de, d'organismes commensaux, comme on dit, c'est-à-dire qui protègent notre peau. C'est des bactéries qui sont bonnes. Si on désinfecte tout systématiquement, qu'on se désinfecte les mains systématiquement, ça va bien pour les hôpitaux, mais au bout d'un moment, on n'a plus cette protection sur notre peau. Et ça, ça pose aussi d'autres problèmes, très graves d'ailleurs, sanitaires. C'est pas à négliger. Donc, il faudra un jour qu'on trouve un modus vivendi. Et je ne vois pas d'autre option que d'apprendre à vivre avec ce Covid. J'en vois pas. Alors, si on dit ça, on désespère tout le monde. Mais non, 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 je ne veux pas désespérer les gens. Simplement, certainement qu'on va trouver des manières de traiter les patients qui seront plus efficaces, qui feront diminuer la mortalité, j'espère. Mais aussi que, de toute façon, finalement, on atteindra à un moment ou à un autre une immunité, cette fameuse immunité de groupe dont tout le monde parlait au départ, et qu'on a abandonné pour des raisons sanitaires qui sont tout à fait compréhensibles, puisqu'on n'aurait pas pu se permettre d'avoir une vague immense d'épidémies qui aurait envahi, qui nous aurait fait envahir les hôpitaux, etc., déborder tout le monde, le personnel soignant. Évidemment, on n'aurait pas pu se permettre ça. Donc il fallait absolument freiner le plus possible l'épidémie. Mais au lendemain de la première vague, justement, je pense que enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre option, à moins qu'on trouve un vaccin et qui fonctionne d'ici un délai raisonnable. Mais voilà, ça reste vraiment l'hypothèse. Et il n'y a rien actuellement, au jour d'aujourd'hui, qui permette, mais je ne suis pas un spécialiste de la question, mais qui permettent d'affirmer que d'ici à un temps raisonnable, on puisse trouver un vaccin efficace. Par contre, une immunité, et par contre, ce qu'on peut faire, c'est voir justement du côté des sérologies, c'est-à-dire de la sérothérapie, c'est-à-dire des patients, des personnes qui sont immunisées contre le Covid et qu'on puisse traiter par exemple des patients avec ces sérums. Là, il y a des pistes, certainement, il y en a des pistes à explorer. Donc, c'est pas désespéré hein, la situation. De loin, de loin. Et puis, comment, par exemple, prémunir donc des complications, prémunir donc les personnes qui sont fragilisées, etc., etc. Le fait de tester est positif, à mon avis, parce que ça permet d'identifier mieux qui est potentiellement vecteur de la maladie, etc. etc. Euh, et puis, voilà, je vous suggère ça. Peut-être qu'on est en train de découvrir une nouvelle maladie qui va se répandre dans la population. Et peut-être que d'ici à... Actuellement, on a un petit peu la tête dans le sac, mais peut-être que d'ici à 10 ans, admettons, le Covid sera, entre guillemets, installé dans la population mondiale. Et puis, finalement, ce sera une affaire bénigne. Ou alors, il y aura eu un vaccin entre-temps, d'ici là. Et bon, bah voilà, s'il y a un vaccin, bah, tant mieux. Mais sinon, peut-être que tout simplement, les gens s'y seront habitués comme ils sont actuellement habitués à la grippe. Euh, qui tue, hein, c'est une maladie qui tue chaque année et qui pose beaucoup de problèmes de santé publique d'ailleurs. Hein. Donc je ne suis pas en train de bagatelliser les choses, mais c'est simplement que, euh, tout simplement, enfin tout simplement, les perspectives, notre angle de vue par rapport à cette chose qui est nouvelle actuellement et qui, justement en raison de cette nouveauté, nous a un petit peu angoissé, enfin un petit peu beaucoup angoissé tout le monde. Mais est-ce que c'est de toute façon apprendre à faire avec un nouvel agent pathogène?
Et je ne suis pas persuadé que règles d'hygiène, oui, se laver les mains, oui, tout désinfecter, pour moi, il y a plus de risques en matière de santé publique que de bénéfices. Se promener avec des masques tout le temps, euh, il y a plus de risques que de bénéfices si on n'est pas soi-même porteur d'une maladie. J'avais évoqué cette histoire par rapport au peuple asiatique qui porte des masques. Et j'avais dit que j'expliquerai un jour la raison. Eh bien, la raison, c'est au Japon. C'est initialement au Japon que ça s'est produit. Nous avons eu au Japon, à Tokyo, un grand tremblement de terre en 1923 qui a... Il faut savoir que Tokyo, c'est une ville champignon. Au 19e siècle, la ville était la capitale du Japon, Yedo, euh, et était la capitale du shogunat, c'est-à-dire du régime militaire. Et en gros, l'ancienne capitale, il y avait les quartiers autour du palais impérial et il y avait les quartiers autour de cette fameuse île dont j'ai oublié le nom, mais qui était un quartier on va dire à la lanterne rouge, c'est-à-dire où il y avait les prostituées qui travaillaient. Voilà. Euh, En gros, donc pour les administrés, hein, qui étaient donc la plupart issus de la classe militaire, et ils avaient besoin de voilà pour leurs besoins, et il y avait bien entendu des quartiers résidentiels. La ville s'est développée notamment vers la fin du 19e siècle avec la modernisation du Japon, l'entrée dans l'ère nouvelle, l'ère Meiji, l'industrialisation, le port de Yokohama euh, qui était en contact avec les Occidentaux s'est considérablement développé. Finalement, ça a fusionné avec la ville de Tokyo et la ville de Tokyo est devenue une mégalopole. Et aujourd'hui, il y a 36 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Enfin, c'est incroyable, il y a plus de 100 km de ville. C'est une des conurbations les plus importantes au monde. En 1923, il y avait, je crois, déjà 8 millions d'habitants à Tokyo. Quand le tremblement de terre a sévi, il a détruit les trois quarts de la capitale. Il y avait la plupart des habitations étaient des habitations en bois. Il y avait des quartiers assez pauvres. Et en fait, la ville a été quasiment ratiboisée. Il a fallu reconstruire dans toute urgence, avec une ville qui était déjà une mégapole, plusieurs millions d'habitants. Les gens ont construit avec les moyens du bord. Et l'insalubrité était immense. Dans ce contexte-là, à partir du milieu des années 20-25 et vers les années 30, il y a eu une épidémie de tuberculose qui a frappé Tokyo de façon inouïe. Il y a eu des milliers et des milliers de cas. La tuberculose, on parlait du R0, vous savez, le fameux R0, c'est-à-dire le coefficient de contamination. Quand vous êtes contaminé, combien de personnes vous contaminez à votre tour? Le R0 du Covid est situé entre 2, 3. 2,5 et 3. C'est à peu près le R0 de la grippe, l'influenza. Connaissez-vous le R0 de la tuberculose? Il est au-dessus de 15. Il est entre 15 et 20. C'est-à-dire, vous avez une personne contaminée, elle en contamine elle-même plusieurs dizaines. La tuberculose est affreusement contagieuse. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis très longtemps, c'est une maladie à déclaration obligatoire en Europe et qu'on fait les tests QT, vous savez. Donc, c'est pas une plaisanterie. Et c'est une maladie qui a des conséquences très graves. Beaucoup de jeunes gens étaient frappés d'ailleurs.
Donc, contrairement au Covid, la tuberculose frappe beaucoup les jeunes personnes. Et on peut considérer qu'il y a eu une mortalité incroyable. Et donc, dans ces conditions, les autorités de la ville de Tokyo ont pris la décision d'imposer à la population, pour les gens qui étaient malades, c'est-à-dire qui avaient une suspicion de tuberculose, donc tout, hein, fièvre et tout, hein, amaigrissement, puisque la tuberculose se traduit par un amaigrissement important, ces gens-là, on leur disait soit restez chez vous, ou soit mettez un masque. Et d'ailleurs, ça surprenait les libérateurs américains au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui occupaient le Japon, parce qu'ils voyaient souvent ces Japonais se promener avec un masque sur la tronche. Ils disaient, oh, quand même, c'est incroyable, etc. Et en fait, c'est cette mesure qui a été prise et qui a été efficace, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'arrêter la contagion. Bien sûr, c'est une maladie respiratoire, donc, qui se transporte pareil que le Covid par voie aérienne. Donc il était nécessaire de faire ça. Et donc c'est une habitude qui a été prise par les Japonais. Comme les Japonais ont envahi la Chine en 1937, et, euh, et voilà, donc il y a eu la Grande Guerre du Pacifique en Chine, et bien finalement d'autres populations en Asie ont pris cette habitude aussi. Et d'ailleurs, avec des résultats positifs, s'ils l'ont gardé cette habitude, c'est qu'ils ont eu des résultats positifs, c'est qu'ils se sont rendus compte que ça stoppait les maladies euh, comme la tuberculose, des maladies avec des maladies respiratoires. Voilà. Donc vous savez le fin de l'histoire. Et quand il y a eu l'épidémie du SARS en 2003, eh bien, les Chinois ont pris bien entendu cette habitude, et les Hongkongais et les Taïwanais. Et c'est pour ça qu'on voit souvent des asiatiques avec des masques. Voilà. Ceci dit, en général, voilà, c'est ça, on préconise le masque pour une personne qui a des symptômes, qui tousse, qui éternue. Voyez, le masque, c'est pour les personnes malades. C'est pour empêcher que les virus soient transmis aux autres. Voilà. C'est comme les Asiatiques sont confucéens, qu'ils ne pensent pas uniquement à eux, mais à la communauté dans l'ensemble, eh bien, c'est un geste civique parce qu'on protège les autres. Mais si vous n'êtes pas malade, que vous ne toussez pas, porter un masque ne fait pas de sens automatiquement. Alors on sait bien qu'avec ce Covid, il y a des gens qui sont asymptomatiques. Mais, et là, c'est pas sûr, je ne suis pas un spécialiste non plus, si les gens qui sont asymptomatiques sont aussi contagieux que les autres. Vous voyez, en gros, plus la forme de, 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 de la maladie est grave, quand vous êtes touché vous-même, plus vous allez être contagieux pour les autres, ce qui semble un peu logique. Alors, il y a des cas asymptomatiques, on sait qu'il y a des cas de transmission qui ne sont pas éclairés, on sait qu'on a des cas asymptomatiques où on peut présumer qu'ils ont transmis la maladie à d'autres, oui, mais voilà, on est encore face à plein d'inconnus. Mais maintenant que la première vague est passée en Europe, les chiffres semblent corroborer ça, je pense qu'il n'est pas raisonnable de continuer à préconiser le port du masque pour tout le monde. Par contre, ce qui pourrait faire du sens, c'est de préconiser le port du masque pour les gens qui ont des symptômes, qui se sentent un peu fébriles, qui ne se sentent pas trop bien, qui toussent un peu, ou qui ont des difficultés respiratoires, ou qui... Voilà. L'éternuement n'est pas un signe du Covid, pas lié. Mais anosmie, agueusie, perte de l'odorat, perte du goût, d'accord, on a un signe qui est présent dans plus de 50% des cas, bien sûr, et puis les restes qui sont des symptômes plutôt grippaux ordinaires, quoi. Donc moi je préconiserais, si j'étais responsable de la santé, je préconiserais de porter le masque
pour les personnes qui ont qui ont des signes. Et puis, euh, plutôt au contraire, s'exposer raisonnablement soi-même, non pas au virus, mais à la vie. Voilà, à la vie. Aller dehors, prendre le soleil, les rayons ultraviolets c'est très bon, la vitamine D c'est très bon, etc. Voilà, je pense que nous devrions changer de paradigme, changer de perspective vis-à-vis de cette maladie, qui nous est tombée dessus un peu comme une espèce de fléau biblique. Mais voilà, d'abord, premièrement, bah, c'est pas justement la peste, heureusement, heureusement. C'est pas l'Ebola non plus, heureusement. C'est encore une fois une maladie qu'il faut prendre en compte, qui est sérieuse, notamment par rapport aux conséquences qu'elle a. C'est pas une bagatelle non plus. Donc il convient de rester sérieux et précautionneux par rapport à cette maladie. Mais le plus raisonnable semble de- d'être de s'habituer à cette maladie finalement. Parce que je pense qu'on n'est pas prêt de s'en débarrasser finalement. C'est ça le truc, quand on voit les évolutions des chiffres, etc., il y a toujours un petit peu des restes de foyers, des restes de cas. J'espère, et là ça c'est simplement un vœu que je formule, je ne peux pas lire dans les cartes ni dans le mar de café, donc j'espère que la virulence du virus finira par baisser, que le, le virus va s'adapter à son hôte et que l'hôte va s'adapter à son virus. Il y a un professeur italien, Clementi, à Milan, donc qui a été un des foyers de l'épidémie, hein, quand même, ils ont été touchés très très fortement, qui a évoqué cette possibilité. Ils ont fait des prélèvements sur des tissus, qu'ils avaient fait des prélèvements, vous savez, avec les écouvillons, sur des patients au mois de mars. Ils ont testé le virus qui a été prélevé à ce moment-là, sur en culture, sur les tissus, et ils ont testé le virus qui a été prélevé sur les patients fin mai. Et la virulence du virus de fin mai a été beaucoup moins forte que celle du virus qui a été prélevé début mars. Et si ça, alors ça c'est un examen qui a été fait, alors sur combien de patients je ne sais pas, mais c'est une étude qui a été faite, il faudrait qu'elle soit corroborée par d'autres études, bien sûr, et dans d'autres pays, etc. Mais si cette étude se confirme, eh bien, cela attendrait à prouver que, effectivement, il y aurait une espèce d'adaptation du virus à son hôte, ce qui serait un signe très 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 favorable, parce que ça voudrait dire que bah, les cas, la sévérité des cas baisserait et la sévérité, bien sûr, de la létalité, la mortalité liée à cette maladie baisserait elle aussi. Mais là, on est encore dans la spéculation, hein. On est encore dans la spéculation. Il convient de rester prudent, mais voilà, en perspective d'un vaccin qui est hypothétique pour l'instant, tout autant, et qui pourrait ne pas arriver à temps, en tout cas. Là, pour la première vague, c'est terminé, et pour les autres vagues, il faut voir, mais la probabilité est quand même assez grande pour que ce soit le cas. Et donc, je pense qu'il faudrait apprendre à tout simplement vivre avec le virus. Et encore une fois, se laver les mains régulièrement, c'est ce que disent les médecins, hein, euh, suffit amplement à faire une barrière pour les virus. Et ça, il n'y a pas besoin de se les désinfecter avec des désinfectants tout le temps. Ça abîme la peau. Et avec du bon savon de Marseille, comme on dit, et ça va très très bien. Et voilà, et puis faire attention à ne pas se bidouiller tout le temps le visage, bien entendu. Et puis, on connaît maintenant les gestes barrières, on nous a tous dit ce qu'il fallait faire. Et puis, observer ces gestes barrières et
encore une fois, le port du masque pour les personnes symptomatiques, ben, ça me semble le plus raisonnable et probablement le modus vivendi. Mais je dis ça, moi, voilà, je suis pas un grand virologue expert du Robert Koch Institute. Allez, bonjour chez vous.